Nous allons parler d'un sujet intéressant qui pourrait être posé par la question: comment envisager la transition démographique à l'aune de la transition énergétique, avec un sociologue et président de l'association Jury Santé, Thierry Calvat. Bonjour Thierry. Bonjour. Peut-être vous présenter un peu mieux que je l'ai fait, et puis après on va embrayer sur le sujet. Alors pour me présenter rapidement, moi je suis sociologue de formation. Je travaille depuis de nombreuses années sur des questions touchant aux solidarités de proximité, notamment s'agissant des aidants familiaux, mais aussi des relations de voisinage, dès lors qu'elles accompagnent aussi des populations qui sont des populations fragiles, âgées, vulnérables ou malades. Par D'accord, ailleurs, je suis un très mauvais bricoleur, mais je doute qu'il y ait le moindre rapport avec notre sujet. ça marche. Moi aussi, ça tombe bien. On fera appel aux voisins. Alors, la relation entre transition démographique et transition, enfin, à l'aune et transition énergétique. Je vous laisse commencer, en fait. Alors, vous me laissez commencer. En fait, c'est deux sujets qui sont des sujets concomitants et qui sont de toute façon de plus en plus abordés. Et par ailleurs, en tant que cofondateur d'un think tank qui s'appelle le Cercle Vulnérabilité et Société, on a accueilli il y a peu de temps David Jays qui intervient dans ce domaine-là et qui abordait aussi la question de la transition énergétique, transition démographique. En fait, on assiste là, à travers ces deux questions, à deux défis qui sont les deux défis posés à nos sociétés, c'est-à-dire comment accompagner un vieillissement de population qui va de toute façon être appelé à la fois à vivre de plus en plus longtemps et en même temps à vivre de façon de plus en plus massive au sein de la société. C'est-à-dire qu'on a une forme d'impensé. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on aura une part aussi importante de personnes âgées dans ces effectifs. Et dans le même temps, on va devoir le faire, donc assurer cette transition dans un deuxième mouvement qui est celui de la transition énergétique, climatique, écologique, dont on sait par avance qu'elle va se traduire par des formes, sinon de contraintes, du moins de complexité à résoudre, qui sont de différents domaines écologiques, touchant aux ressources énergétiques, et qui peuvent amener, à un moment donné, à devoir peut-être revoir notre copie quant à la façon d'envisager le premier mouvement qui est la transition démographique. D'accord. Alors, moi, ce que je comprends en échangeant un peu avec vous, en ayant préparé, c'est qu'en fait, effectivement, jusqu'à présent, on a vécu dans une illusion d'un monde infini, ressources infinies, que ça va devenir problématique. C'est-à-dire, on va s'apercevoir que ce n'est pas forcément vrai, et que, alors je vous résume, ultra résumé, hein, et que ça va engendrer des contraintes, notamment sur les populations qui seront peut-être plus fragiles et les personnes âgées. Est-ce que j'ai un Oui, peu alors résumé? voilà, de façon, ça c'est de façon résumée, c'est en fait, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Alors, il y a une croissance infinie qui est pensée comme infinie dans un monde fini. Vous avez un économiste qui s'appelle Kenneth Boulding qui évoquait cette phrase dans laquelle il vous disait finalement, penser une croissance infinie dans un monde fini, seuls les fous et les économistes sont capables de le faire. Hmm. On pourrait aussi, quand on voit effectivement la façon dont aujourd'hui on envisage la question du vieillissement et donc finalement la croissance de la vie infinie, y rajouter beaucoup d'autres professions, dont la mienne. Donc là-dessus, je suis prêt à plaider coupable. Mais toujours est-il que cette idée finalement de la croissance exponentielle est une idée à la fois séduisante parce qu'elle est très porteuse de progrès. Elle s'appuie d'ailleurs sur les progrès qu'on a eu grâce à la révolution industrielle et qui ont aussi amené des gains en termes de vie, des gains en termes de productivité, des gains en termes de progrès social. Et en même temps, elle semble difficilement tenable dans la durée, puisque assez naturellement, vous allez avoir un épuisement des ressources qui sont des ressources essentiellement naturelles, qu'on pourra contrebalancer avec, si on est un poil technoprogressiste, plutôt du côté de Jérémy Rifkin, on va dire que finalement la technologie va pouvoir nous sauver. Rien n'est sûr et rien n'indique aujourd'hui que la technologie devrait nous sauver, à tel point d'ailleurs que le haut commissaire au plan commence à envisager de façon très sérieuse, notamment dans un rapport qu'il a remis en octobre 2020, un monde d'après qui serait un monde dans lequel il y aurait davantage de contraintes et dont finalement, ça c'est pas lui qui le dit, mais en tout cas on peut le penser, le Covid, dans les caractéristiques de contraintes qu'il a amenées, moins de déplacements, moins de liberté, plus finalement de contraintes pesant sur les individus et avec derrière une mécanique qu'on peut quasiment appeler de pénurie, devrait constituer une forme d'apéritif à ce qui doit venir.
D'accord. Oui, une sorte d'apéritif, une sorte de mise en bouche par rapport aux contraintes qui peuvent arriver. Euh, Comment est-ce que vous faites le lien avec l'intergénérationnel, puis enfin, les seniors par rapport à Alors, ça? le lien avec l'intergénérationnel, je vais, il est assez clair, et il est assez direct. En fait, je prends juste l'exemple de la crise du Covid, qui nous démontre en fait comment nos sociétés sont aujourd'hui préparées à ce type d'exercice. Nos sociétés sont préparées à un type d'exercice qui consiste à vouloir en permanence du progrès, à être dans une croissance permanente. Quand s'invite la crise du Covid, s'invite un arrêt brutal dans ce récit, dans ce développement et dans cette dynamique-là. Et cet arrêt brutal, il se traduit par quoi? Il se traduit par une grande difficulté, bien sûr, à y réagir sur le plan sanitaire, mais ce n'est pas du tout mon propos, mais ensuite de pouvoir opérer dans un cadre où vous avez beaucoup moins des formes d'arbitrage qui vont, à un moment donné, devoir peser sur certaines catégories dans la population. Alors, vous avez des rapports très évidents, c'est le moment où, parce qu'on est dans une forme de pénurie, on doit restreindre l'espace, et ben, on va permettre à des gens d'exercer des activités dites essentielles et d'autres qui ne sont pas essentielles. On ne rentrerait pas dans le débat, mais vous avez des intérêts catégoriels, et puis vous avez aussi des intérêts qui sont des intérêts générationnels, puisqu'on a bien vu au fur et à mesure que la crise s'est invitée dans le débat et a duré, qu'on a assisté à une forme de défiance entre des personnes qui sont des personnes âgées et des personnes qui sont des personnes jeunes, sachant qu'il ne s'agit pas non plus de sombrer dans la caricature. Toutes les personnes âgées n'étaient pas forcément sur la même ligne et tous les jeunes n'étaient pas forcément sur la même ligne. Mais en tout cas, on voit à petites touches, finalement, que quand on est contraint et quand on est dans une situation de pénurie, on a des formes d'intérêts qui deviennent des intérêts antagonistes et qui peuvent conduire, si on n'y prend pas garde et dans la durée, à des formes d'opposition qui peuvent être de plus en plus fortes. Une fois que j'ai dit ça, pour bien comprendre le lien qu'on peut faire, c'est que le Covid, et je ne suis pas le seul à le dire, vous avez aujourd'hui beaucoup de spécialistes qui, dans le domaine de la santé, évoquent le fait qu'on en a pris pour un moment, c'est-à-dire 2022, 2023, qu'il y aura vraisemblablement des nouveaux virus qui vont arriver. Ça, c'est pour le côté sanitaire. Au niveau de l'énergie, et donc derrière des ressources énergétiques, il suffit de regarder les rapports du GIEC, par exemple, il vous explique que de toute façon, il va falloir revoir complètement nos façons de produire l'énergie. Et puis quand vous regardez des rapports tels que ceux, par exemple, je crois que c'est l'Agence européenne de l'énergie, qui évoquent en fait la nécessité, à un moment donné, vraisemblablement, de moins produire d'électricité, de moins produire d'énergie. Donc vous allez de fait, le risque, il est d'avoir une limitation des moyens qui sont les vôtres. Et avec des moyens limités, donc avec un niveau de contrainte supplémentaire, l'histoire démontre que ceux qui doivent faire des efforts, puisqu'il y a un effort qui est demandé à tous, si vous avez moins, tout le monde doit faire un effort, l'histoire démontre que c'est généralement sur les populations les plus fragiles que s'abat l'effort le plus important. Vous voyez, c'est une forme on va dire, de TVA, puisqu'on sait que la TVA est un impôt injuste qui vient plutôt frapper les personnes pauvres plutôt que les personnes riches. On a une forme de similitude avec la TVA. Donc, dans un monde contraint, le grand risque, c'est que ce soit les populations les plus fragiles, c'est-à-dire celles aussi à un moment donné qui peuvent être jugées comme étant les moins importantes, les moins utiles, les moins contributives, qui risquent de payer le plus lourd tribut à ce genre de situation. Ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément, c'est qu'on sait aussi qu'accompagner la transition démographique, donc le vieillissement des populations, c'est aussi accompagner des niveaux de plus en plus importants de dépendance qui va nécessiter derrière des moyens supplémentaires, qui va nécessiter derrière des investissements supplémentaires. Et que quand on voit à peu près, je vais vous citer de mémoire, je crois qu'aujourd'hui, le coût de la dépendance, il est de l'ordre de 30 milliards d'euros par an, c'est-à-dire la moitié du budget de l'éducation nationale, et il devrait mécaniquement, puisqu'on va doubler le nombre de personnes dépendantes, mécaniquement atteindre environ, dans un horizon qui est un horizon à 25-30 ans, 60 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent en reconstitué du budget de l'éducation nationale. Dès lors que vous êtes dans un système dans lequel vous avez moins de ressources économiques, moins de ressources énergétiques, moins de capacité à apporter des réponses, il va falloir à un moment donné opérer des arbitrages. Et les arbitrages risquent, je dis bien risque, je ne suis pas devin, je ne suis pas un prophète de malheur, j'attire juste
l'attention sur le fait que ces arbitrages-là risquent à un moment donné de se faire sur le dos de ceux dont on entend moins la voix, de ceux qui, à un moment donné, risquent pour des tas de raisons d'être écartés, dont les personnes âgées. D'accord, donc ce serait les personnes âgées, les personnes fragilisées, enfin les plus âgées. Les personnes âgées, les personnes fragilisées. Et même que celles qui seraient les moins aisées, qui seraient les plus touchées. Exactement. Et se dire ça aujourd'hui, c'est pas finalement faire une forme d'anticipation sur ce qui va forcément arriver, c'est se placer dans une dynamique de réflexion qui normalement devrait être porteuse, il me semble, d'innovation possible. On sait très bien que l'innovation, elle naît la plupart du temps de la contrainte. C'est même, je ne sais plus qui disait, l'innovation naît de la contrainte. Donc aujourd'hui, en prenant comme possible des scénarios tels que ceux que je suis en train de vous décrire, mais dont aujourd'hui la communauté scientifique ne semble pas dire qu'ils ne vont pas arriver. Hein. Voilà, j'étaye mon propos sur beaucoup d'études qui sont menées et par des instances qui sont des instances nationales et internationales. Envisager ce scénario-là, c'est à un moment donné faire une œuvre utile, puisque dans le meilleur des cas, si le scénario advient, on sera prêt. S'il n'advient pas, on aura de toute façon fait un effet d'innovation, de toute façon, on aura été économe et que vraisemblablement, cette énergie qu'on aura dépensée à trouver des solutions, on arrivera de toute façon à la reconvertir pour d'autres choses. Non. En fait, ces difficultés vont arriver assez rapidement parce qu'il va falloir, comme j'ai souvent partagé avec les Chinois, les Indiens, les matières premières. Donc, en fait, il va y avoir une accélération, une accélération de la vitesse à laquelle on va arriver à un point où la raréfaction va être importante. Alors, il y a plusieurs aspects. Alors, je veux juste citer celui qu'on cite toujours, mais qui est par exemple le pétrole, qui est quand même, on est quand même dans des sociétés qui sont shootées au pétrole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça doit représenter, je crois, 80% des énergies qui sont utilisées, le pétrole servant de multiples usages, dont par exemple dans le bâtiment, à pouvoir produire du ciment et autres. Ce qui est toujours utile quand on construit un EHPAD, hein, par exemple. Le pétrole, on pense qu'on a atteint le pic de pétrole, ça doit être l'Agence internationale qui nous le dit, on a atteint le pic pétrolier en 2008, conventionnel, et que vraisemblablement, tout combiné avec le shale oil, donc les gaz de schiste, on devrait l'atteindre aux alentours ça dépend des estimations, entre 2025 et 2030. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de là, on va de toute façon devoir mécaniquement composer avec moins de pétrole dans un pays comme le nôtre et comme l'Europe en général, qui n'en disposent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez avoir une pénurie sur cette énergie, de toute façon, c'est les pays qui la produisent, c'est les pays qui sont finalement proches, qui vont pouvoir en bénéficier le plus possible. Ça, c'est un premier point. Puis après, il y a un deuxième point, vous n'êtes pas sans ignorer les accords de Paris, qui obligent finalement l'ensemble des pays, quand je dis oblige, qui invitent de façon un peu forte l'ensemble des pays à réduire la production de CO2, donc qui force finalement à utiliser moins de réserves naturelles, à utiliser d'autres types de ressources dont on sait, notamment les renouvelables, mais on le sait aujourd'hui, ne seront pas en capacité, en tout cas pas tout de suite, la technologie n'existe pas, à totalement absorber le déficit d'énergie nécessaire à la production des biens qu'on connaît et qui, à un moment donné, sont aussi ceux qu'on met en œuvre pour accompagner les populations, notamment les populations les plus fragiles. Je vous dis, hein, construction d'EHPAD, c'est des routes pour y accéder et autres. Oui. Donc en fait, il va y avoir un manque d'énergie par rapport à la demande. On ne peut pas stabiliser ou faire encore croître. Et moi, en vous écoutant, j'aboutis à deux scénarios qui sont un peu extrêmes. Premier scénario, on va dire chacun pour soi, c'est-à-dire en fait les plus aisés, les plus jeunes, les pays dans les plus développés s'en sortent en laissant tomber tous les autres, même dans une société. Ou alors, en fait, une société où on prend en compte cet aspect-là et on essaye de partager un petit peu l'énergie, puis tout ce qui en découle, en fait, par rapport à différentes populations, dont les seniors. C'est une société du partage. Et c'est à ça aussi que doit nous inviter vraisemblablement, enfin moi, mon propos est plutôt d'aller vers une société du partage. Et on voit bien qu'en fait, je reviens sur la crise du Covid, mais
elle a vraiment cette dimension apéritive. Moi, dans mon esprit, elle a vraiment cette dimension apéritive de ce qui risque d'arriver. Et on voit bien qu'en fait, on a deux temps dans la crise au niveau de la question des interactions sociales. On a un premier temps qui est un temps de sidération et de peur qui pousse à la mise en place d'un formidable élan de générosité et derrière de solidarité. On l'oublie toujours, mais la solidarité, le premier levier de la solidarité, c'est la peur. Si vous voulez coaliser l'ensemble de l'humanité tout entière, faire en sorte que les Chinois parlent avec les Américains, faire en sorte que les Iraniens parlent avec les Israéliens, de façon extrêmement simple, il suffit d'inventer et de faire advenir une menace qui vient Commune. hors de la Terre. Oui, commune. Oui, c'est ça, terre. oui. Oui, il y en a un qui disait l'autre jour, je ne sais plus qui, sur une chaîne que je suivais, il suffit d'inventer, enfin, qu'il y ait des extraterrestres qui arrivent, un ennemi commun, et là, brusquement, il n'y a plus de Exactement. différence entre les êtres humains, il n'y a plus de différence de race, on est tous Exactement. commun. Et là, vous créez de la solidarité. Mais en même temps, il ne faut pas croire que cette solidarité, elle va exister de toute éternité. C'est-à-dire que si la menace, alors vous avez beaucoup de films américains qui s'inspirent de ça et qui montrent effectivement le danger du monde venu de l'espace. Généralement, en même temps, généralement pour eux, la représentation du monde, hein, c'est au mieux les États-Unis, au pire New York. Mais enfin, peu importe. Dès lors que vous avez une situation qui est une situation qui s'installe, ben finalement, on commence à s'habituer à l'idée, on commence à s'habituer au danger et on commence à composer avec. Et là, on voit assez clairement que la solidarité initiale, si on n'y prend pas garde, est une solidarité qui finit par se déliter. Là, il y a récemment, moi, j'ai mené une étude sur le confinement des personnes âgées, enfin, sur le vécu du confinement par les personnes âgées, qui est une étude qualitative qu'on a menée avec les petits frères des pauvres dans ce domaine-là, où on observe en fait, parmi l'ensemble des enseignements, qu'on a eu un très haut niveau de solidarité sur le premier confinement, dont on a senti, et les personnes me le disent, hein, dont elles ont senti qu'il s'est délité au fur et à mesure qu'on avançait dans la crise. Donc en fait, aujourd'hui, moi, le sujet que j'évoque, c'est comment est-ce qu'on peut profiter finalement de ce qui à un moment donné est appelé à nous amener de la difficulté, de la complexité. Comment est-ce qu'on peut en profiter pour construire et travailler à une solidarité qui soit une solidarité durable. Voilà, et se poser cette question-là aujourd'hui, c'est une question qui est une question salutaire parce qu'elle s'éloigne de certains scénarios qui, aujourd'hui, dans les différents rapports et dans les différentes prises de position des uns et des autres, dont parfois les miennes, hein, c'est pas, je veux jeter le discrédit sur personne, auraient plutôt tendance à penser que la prise en compte de la transition démographique et des personnes âgées et se situe sur un récit qui serait un récit linéaire et qui serait un récit de développement permanent. Ben non, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on va être dans un récit qui va être un récit en rupture et que pour ça, il va forcément y avoir des limites. Donc en fait, il y a un truc là qui me titille dans le bon sens du terme. En fait, vous dites, voilà, ce qui arrive, la raréfaction qui va arriver va engendrer une peur chez nous tous, en fait, dans la société. Et vous, la peur, en fait, aboutit d'abord sur la solidarité, et après, si elle n'est pas entretenue, il y a délitement de la solidarité. La peur n'aboutit pas tout de suite sur le chacun pour soi. Non, alors ça, alors pour le coup, vous avez des études qui ont été menées et vous avez notamment, son nom m'échappe, un auteur qui est président de la Société de la pensée positive, mais qui est par ailleurs psychologue, qui a écrit un livre sur la bonté humaine. Voilà, c'est la bonté humaine. Et la bonté humaine est un livre tout à fait remarquable. Hein. D'ailleurs, je vous le recommande, je le recommande aux auditeurs, qui montre comment les gens se comportent quand des événements arrivent. Et notamment, il y a plusieurs cas. Il y a la tempête en Louisiane, vous avez un ouragan qui dévaste Tahiti, vous avez des situations de guerre. Et il démontre que confrontés à des situations qui sont des situations de peur et qui sont des situations un peu d'extrême tension, liées notamment au climat, aux aléas climatiques ou parfois aux aléas de guerre, l'individu aura plutôt tendance à être solidaire.
beaucoup plus facilement qu'être dans chacun pour soi. Vous trouverez toujours des gens qui sont dans le chacun pour soi, mais on est plutôt dans des logiques qui sont des logiques de solidarité. À tel point, quand vous regardez du côté pour le coup, des collapsologues, par exemple, aussi, c'est intéressant, dans l'école de collapsologie, pas du tout collapsologue, hein, mais c'est intéressant de voir les gens qui envisagent finalement une forme d'effondrement ou une fin, comment eux l'envisagent. Et au sein des collapsologues, vous avez deux écoles. Hein. Vous avez les survivalistes, qui finalement sont le premier réflexe qu'on pourrait avoir comme ça à chaud en envisageant la chose, qui est de dire je vais aller m'enterrer dans un bunker tout seul, lourdement armé, avec mon petit jardin, et comme ça je pourrais éventuellement me défendre. Et ça, chez les collapsologues, c'est un truc qui passe pour totalement fantaisiste. Hein. Le survivaliste est plutôt fantaisiste. En fait, la réponse des gens comme Pablo Servigne, par exemple, qui évoque cette question, pour lui, on est clairement dans un registre qui est un registre d'abord communautaire, avec une réponse qui est une réponse de partage collectif de la situation, et derrière, un réseau d'entraide qui se met en place. D'accord. Alors, moi, ça fait penser, en vous écoutant, j'ai pensé. Alors, l'auteur, en fait, l'auteur, ceux qui nous suivent, les amis, Jacques Leconte, l'auteur. Jacques Leconte, Jacques exactement. Leconte. Vous voyez, je vais blaguer, le fact-checking en live du grand entretien. Le fait que la population vieillisse et que, bon, jusqu'en 2050, vieillir, en fait, ça fait. On va aboutir à une pyramide des âges qui était comme ça, à une pyramide des âges qui est comme ça. Donc, en fait, ma logique, c'est qu'en fait, c'est un peu, je vais schématiser, il y a autant de personnes par tranche d'âge ou tranche de génération. Donc, en fait, quelque part, en nombre de personnes, les générations sont de taille égale, vont devenir progressivement de taille égale. Bon, ce n'est pas vraiment vrai, mais vous savez, je veux dire, en fait, de taille non égale à taille plus ou moins égale. Est-ce que ça, le fait que les générations deviennent de taille égale, donc il y a de plus en plus de personnes âgées, ça va faire en sorte, ça va être un rempart quelque part au fait qu'on pourrait éliminer les personnes âgées, mettre de côté, parce qu'en fait, elles seront nombreuses. Oui, alors, elles seront nombreuses, mais elles ça, seront… ça, c'est un point. Alors, le vieillissement de la population, là, c'est vraiment, parce que je viens d'en prendre conscience avec vous, le vieillissement de la population serait un élément positif, un élément clé positif, de façon à ce que, en fait, il y ait le partage entre toutes les générations, tout de moins, sur l'axe-là. Alors, il est par effet dilution dans la population, c'est effectivement un rempart. Mais en même temps, quand vous commencez à regarder ces catégories d'âge qui sont tout à fait importantes, vous apercevez qu'elles n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres au sein même d'une catégorie d'âge. Pour le dire autrement, le risque aujourd'hui, il ne pèse pas sur le jeune retraité. Le risque aujourd'hui, il pèse plutôt sur la personne qui est dépendante et qui finalement est vraiment la dernière partie de sa vie ou l'ultime partie de sa vie. C'est-à-dire qu'au moment où il y a une forme de dégradation physique, psychologique qui s'installe. Et par rapport à ça, vous pouvez très bien observer une forme de décrochage au sein même d'une génération. L'étude que j'évoquais sur les petits frères des pauvres, sur le vécu du confinement, nous montre ça, entre autres. Elle pointe aussi le risque d'une fracture qui est une fracture intragénérationnelle, et non plus intergénérationnelle, mais intragénérationnelle. Dans cet ensemble très vaste qui rassemble des personnes de plus de 60 ans et des personnes qui en ont 90, ce qui conceptuellement est quand même, vous en conviendrez, tout à fait étonnant hein, quand on évoque la question des personnes âgées. On parle d'une population qui finalement est sur une amplitude de 30 voire 40 ans. C'est un peu comme si je vous parlais de la population des 20-60 ans. Ça viendra à l'idée de personne hein, de parler des 20-60 ans. Ben là, allègrement, on va vous parler des plus de 60 ans. Donc, il y a un ensemble considéré comme homogène. Ben, l'étude qu'on a menée montre au contraire que c'est loin d'être un ensemble homogène, qu'il y a bien d'autres facteurs qui se mettent en place et que dedans, vous avez au sein de cette population des gens qui vivent extrêmement bien, et ce n'est pas d'ailleurs les plus jeunes, hein, mais qui vivent extrêmement bien, et d'autres qui vivent et qui sont dans des situations de précarité. Et le changement de pyramide que vous évoquez, hein, finalement le passage du triangle au carré, hein, pour faire court au rectangle, il va de toute façon, la tête de diamant de notre triangle, il va de toute façon porter sur des populations qui risquent de ne pas bien aller du tout. Et c'est eux qui, à un moment donné, risquent d'avoir du mal. Donc, on va poursuivre un peu plus loin. Ces populations
seraient plus fragilisés et seraient moins en capacité de défendre leurs droits, en fait, en tant que bloc de personnes. C'est ça, en fait, qu'on les en tant élimine. que représentant, voilà. C'est un terme un peu trop direct, mais qu'on les… Oui, oui, oui. Voilà, si on caricature un peu le propos, oui. Et au-delà de même de faire bloc, c'est l'intention, l'ambition, qui est aussi la mienne et d'autres, hein, c'est de faire en sorte que ces personnes puissent être reconnues aussi pour les apports qu'elles ont. Ah, ben alors ça, sur ce sujet-là, moi j'avais travaillé, on avait travaillé avec une agence de communication au Québec il y a 12 ans ou 13 ans. Et en fait, alors, je ne sais plus si le ministère, je sais plus qui, voulait faire une campagne pour faire la cohésion entre les différentes générations. Et nous, ça n'a pas été retenu, mais nous, on avait proposé de faire des spots où chaque génération explique aux autres générations qu'est-ce qu'elle a apporté aux autres générations. Et ce qui a été retenu, c'est des campagnes d'ailleurs qui aussi en France, c'était moi, je suis moi, j'ai 75 ans, toi le jeune, je te prends quand je veux à la Game Boy. Ouais, c'est pas ce qu'on demandait, pas moi, c'était tout le monde à côté de la plaque, son vision du monde. C'était demander à chaque génération, faire prendre conscience à chaque génération ce que les autres nous apportent en fait. Ouais. Et on voit bien, hein, précisément, c'est là l'enjeu. Dans une société qui est une société finalement en développement, c'est-à-dire une société prospère, une société où la croissance est infinie, finalement, puisque le gâteau grossit, on peut le partager sans trop de problèmes. Dès lors qu'il y a une forme de contraction sur le gâteau, voire que le gâteau se réduit, eh ben, la place de chacun va se retrouver fortement interrogée. Et c'est donc son utilité et sa contribution qui va être interrogée. Ça me fait penser à ce que dit Nicolas Hulot, en fait. Et la question que je me pose derrière, c'est, on sort un peu de cadre des seniors, mais est-ce que cette cohésion-là, on arrive à la faire de manière démocratique ou autocratique? Ah, je vois ce que vous êtes, je vois là où on pourrait possiblement en venir, c'est-à-dire de dire que finalement, c'est les régimes, on va dire, pour être poli, les démocraties autoritaires qui auraient le pouvoir de trancher, de planifier. Non, non, mais c'est un Oui, débat. c'est ça, à condition, bien sûr, que celui qui est en chef, le chef, soit un humaniste, Voilà. bien sûr, un humaniste. En fait, C'est pour ça que, voilà, humaniste, ouais. c'est pour ça qu'il y a une forme de fascination. Quand on commence à aborder ces sujets, il y a une forme de fascination-répulsion, notamment pour des régimes comme le régime chinois, dont on dit par exemple qu'il est en capacité à assurer un haut niveau de planification, à faire en sorte de prendre des décisions qui sont des décisions impopulaires, qu'appelle la situation. Et à l'inverse, ce qui est dans les faits, vu comme la population chinoise n'est pas vaccinée, ce qui est dans les faits, à mon avis, n'est pas vrai. Hein. Ouais. Oui, mais alors, la question, comment est-ce qu'on fait? Juste pour terminer, ben voilà, comment est-ce qu'on fait pour rester démocratique? Non, comment est-ce qu'on fait pour… Non, là, on va pas prendre… Comment est-ce qu'on fait pour créer cette cohésion, ou alors freiner la décohésion, enfin, après, comme vous voulez, ça dépend de comment on regarde, la cohésion inter- et intragénérationnelle. Si j'avais la recette, je pense que je serais… mais vous êtes là pour ça, hein? Je suis là pour ça. Non, il peut y avoir quelques pistes. Il peut y avoir quelques pistes. Non, je reviens juste, mais c'est aussi pour vous répondre sur la précédente question. Il me semble qu'elle porte en elle les germes de la réponse pour celle-ci. Donc, dans ce balancement-là, vous avez soit la décision est prise pour d'autres, ça c'est typiquement, j'évoquais les régimes un peu autoritaires, soit elle est prise en plein accord avec les personnes dès lors qu'elles ont compris la situation à laquelle ils étaient confrontés. Moi, il me semble qu'en France, alors avec plein de bémols et plein de réserves possibles quant à la façon dont ça s'est passé, moi, il me semble que si on veut recréer du lien intergénérationnel, si derrière on veut faire en sorte que les gens se rassemblent, puissent discuter, puisque c'est de ça dont on est en train de parler, hein, c'est comment est-ce qu'on recrée de l'échange dans une communauté où chacun a sa place, chacun peut apporter sa contribution. Il me semble que le modèle qui a été développé autour de l'écologie, notamment à travers la Convention citoyenne, est un modèle plutôt intéressant parce que plutôt nouveau, bien sûr, mais enfin, il n'est pas intéressant parce qu'il est nouveau, mais d'abord, il est nouveau, donc il marque une certaine forme de rupture, et par ailleurs, il est la démonstration concrète que vous pouvez mettre autour de la table 150 personnes qui ne sont pas d'accord au départ, avec même l'objet qui leur est soumis, qui n'ont pas forcément de connaissances,
qui sont issus d'horizons extrêmement divers et qui, à l'arrivée, se mettent d'accord dans une forme d'unanimité qui, je crois, suivant les propositions, était de 95 à 100%, sur un ensemble de propositions qui sont des propositions contraignantes et qui parfois vont vers leur propre intérêt, qui était celui qu'ils défendaient au départ. Et ça, je pense que c'est intéressant dans cette façon peut-être nouvelle d'envisager les choses. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des conventions citoyennes systématiquement, mais les principes mêmes qui président à la convention citoyenne, qui sont, on fait la pédagogie du problème. Donc, on permet aux gens d'être intelligents, et bien, on s'aperçoit finalement qu'à l'arrivée, on a des propositions, on peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, on a des propositions qui sont des propositions solides, et qui ont fait, d'une certaine façon, dont la formulation a fait bouger les gens dans leur tête et dans la représentation qu'ils pouvaient avoir et du problème et des gens qui les entouraient. Donc moi, je pense que demain, si on veut recréer du lien intergénérationnel ou renforcer le lien intergénérationnel, ben, vraisemblablement, il faudra qu'on essaye d'inventer ce genre de processus qui permettent de mettre autour de la table des personnes qui sont l'ensemble des personnes concernées pour un sujet de société, et non plus être dans un silo dans lequel les personnes âgées revendiquent pour les personnes âgées, les jeunes revendiquent pour les jeunes, les actifs pour les actifs, les retraités pour les retraités. Voilà. Mais qu'on soit dans une vision beaucoup plus transverse de prise de décision, vous voyez, qui peut être démocratique et non autocratique. Quand vous dites les personnes âgées pour les personnes âgées, les jeunes pour les jeunes, ça me fait penser à quelque chose que je crois. Je crois qu'en France, les personnes âgées pâtissent du fait qu'il n'y ait pas de lobby senior. C'est en fait, aux USA, la ARP, c'est le deuxième lobby après l'armement. Ils représentent les seniors, 37 millions de membres. En Angleterre, il y a Age UK. Il y a Danage au Danemark, il y a 50 et Pew, qui est carrément pratiquement enfin, ils ont même une garde de crédit. Enfin bref, c'est un truc de fou. Bref, défense des retraités. Enfin, même plus, défense des seniors. Et en France, il n'y a rien de tout ça en France. Il y a des associations de seniors, mais c'est plutôt, on va dire, convivialité, enfin bref, bridge et compagnie. Il n'y a pas ça en fait. Et tant qu'il n'y a pas ça, moi, je pense qu'on est quand même mal barré pour que les personnes âgées se fassent entendre. Parce qu'on passe par C'est quoi? possible. On passe par les syndicats, les anciens salariés syndiqués de la SNCF, de la RATP, mais en fait, il n'y a pas de lobby senior en France. Non, il n'y a pas de lobby senior. Donc, en fait, il faudrait que ça vienne de quelqu'un d'extérieur, un peu neutre, qui dise, voilà, moi, je vous propose une convention citoyenne sur l'intergénération. Oui, ou ça peut venir des pouvoirs publics. Ça peut venir des pouvoirs publics. Oui, c'est ça, enfin, l'extérieur. Alors après, il peut y avoir des facteurs explicatifs qui sont liés au fait qu'on est quand même dans des systèmes qui sont plutôt globalement des bons systèmes de prise en charge. Je vous prends cet exemple, on a exactement la même chose avec les aidants familiaux. Les aidants familiaux en France sont quand même très faiblement représentés. Je ne voudrais pas être insultant pour les associations qui les représentent, mais en tout cas, on n'est pas sur des mouvements extrêmement massifs comme on peut les retrouver aux États-Unis ou en Angleterre. Par rapport au nombre d'aidants. Par rapport au nombre d'aidants. Et ça, c'est le facteur explicatif premier, c'est tout simplement qu'on est dans un système de prise en charge qui est extrêmement bien fait, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, et qui donc fait porter davantage le poids de la prise en charge sur les familles, et faisant porter davantage le poids de la prise en charge sur les familles, les oblige à mieux s'organiser. Ça. Et il y a pour ceux qui nous écoutent, qui veulent voir un autre exemple, il suffit d'aller passer quelques jours en Suède et s'apercevoir que le système est tellement généreux en Suède qu'en fait, ça a développé. Alors, au début, moi, j'étais très étonné. Hein. Je me suis dit, moi, j'habite souvent Berlin. Je me suis dit, bon, la Suède, ça va être comme l'Allemagne, mais pas du tout. Hein. Le système est tellement généreux qu'en fait, ils ont développé une culture qu'au début, on pourrait croire que c'était l'égoïsme, mais non, c'est l'autonomie. Puisqu'en fait, le système de tout, en fait, ou presque tout, tu n'as pas à demander de l'aide ailleurs et tu dois être autonome. Et ils ont développé une sorte de fierté d'être autonome. Et ça, moi, j'ai ressenti dès le premier jour, en fait. Hein. Ouais. Et en parlant avec des expatriés, puis l'équivalent de CCI là-bas, je me dis, mais il y a un truc, je ne pige pas, il y a un feeling que je ne comprends pas, même dans la rue, moi, je le sentais dans la rue, en fait. Et ils m'ont dit, non, c'est ça. Ils m'ont dit, effectivement, c'est parce que le système était très généreux, donc il y a eu le côté très autonome et chacun doit se débrouiller seul. Oui, mais c'est aussi un autre mode d'organisation. Hein. Les pays nordiques avec d'autres systèmes de normes, etc. Une conclusion
Optimiste, positive. Une conclusion, une conclusion positive. Bah, là, j'espère ne pas avoir plombé le moral de tous ceux qui nous écoutent et de vous le premier, ce qui n'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est plutôt de dire, anticipons des situations qui sont des situations possibles, voire probables, de façon à pouvoir apporter des solutions qui sont des solutions adaptées le plus justement à ce qui risque d'arriver. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et que aujourd'hui, raisonner et essayer d'avoir un fil de raisonnement tel qu'on essaye de le développer là, tous les deux en discutant, c'est vraisemblablement plutôt une vraie opportunité pour reconstruire du dialogue, pour reconstruire un projet qui soit un vrai projet collectif dans lequel chacun soit intégré. Super, merci, merci Thierry Calva. Je rappelle que vous êtes sociologue et président de l'association Jury Santé. Merci beaucoup. Merci à vous.